Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette première édition des webinaires ambassadeurs internationaux grâce à la collaboration de Miller, Thomson et Pouliot. Je vous dis que c'est la première édition, on va en avoir 4 durant cette saison. Et aujourd'hui, le thème à l'honneur, le développement d'affaires à l'international. Non seulement on va avoir 4 thèmes, mais 4 conférenciers et des conférenciers distingués puisqu'ils sont des gradués de l'ESG de l'UQAM. Et aujourd'hui, on ne manque pas le bateau puisqu'on a avec nous celui qui a reçu son BAA en comptabilité de management en 1994, également a reçu un CMA en 1996. Il est président-chef de la direction de Advanced In-Flight Alliance, également cofondateur, président exécutif et chef de la direction, oui, dis-je bien, de DTI Software, Louis Bélanger-Martin. Bonjour, Louis. Bonjour. Alors, Louis, on est premièrement très honoré de t'avoir avec nous aujourd'hui puisque tu es un gradué de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Ton cheminement est très particulier. On a parlé un peu en pré-entrevue cette semaine. Tu n'étais pas destiné à te retrouver nécessairement dans le monde de la fine pointe technologique, de la haute technologie. Tes débuts étaient fort différents. Je crois même que tu as débuté dans le monde de l'alimentation. Oui, effectivement, j'ai débuté chez Steinberg, une compagnie qui était un leader dans la distribution d'aliments, donc pour le Québec. Et commencé au bas de l'échelle, commencé avec un département qui s'appelait le Central Stock. Et donc, où tout ce qui était non-food, donc tout ce qui était non relié aux aliments, les réfrigérateurs, le fréon qu'on met dans les gaz pour réfrigérer les aliments, etc. Toutes les pièces d'inventaire qui, finalement, façonnent l'environnement d'un supermarché étaient au 5400 Hochelaga. Et donc, j'ai été engagé pour faire l'inventaire des pièces. Compter les boulons, compter les différentes composantes, là, évidemment, là, qui rentrent dans la confection d'un centre d'achat, d'un supermarché. Et à l'époque, donc en 91, Steinberg avait acheté des ordinateurs. Ils avaient acheté des ordinateurs qui utilisaient Lotus 1, 2, 3. Et je me suis mis à jouer un petit peu avec les ordinateurs pour me rendre compte que finalement, avec certaines matrices ou avec certaines formule, on était capable d'activer le décompte des pièces et d'en automatiser le processus. Et donc, de 40 heures par semaine d'ouvrage, je diminuais à presque 2 ou à 3 heures. Donc, je me retrouvais dans le backroom avec les camionneurs à jouer aux cartes et à un moment donné, ça s'est su, à un moment donné, les gens se sont dit, bien écoute, ça a l'air pas mal efficace, le petit programme que Bélanger-Martin a créé. Donc, le mot s'est passé et j'ai été promu et donc muté à la Plaza Lexignon, dans le département de comptabilité. Jusqu'à ce que mon patron de l'époque, je montais tranquillement dans la hiérarchie, mon patron de l'époque me dit « Bien, écoute, tu fais vraiment du bon boulot. Il y a potentiellement un poste qui s'ouvre comme chef comptable. Tu pourrais peut-être appliquer. » Ne sachant pas que je n'avais pas fini l'école nécessairement, je n'étais pas allé au bac. Je fais toute la procédure d'entrevue, la procédure de me présenter, de parler de mes capacités, etc. Et tu n'as pas de bac. Tu dois être comptable. Bien, je pense que j'ai l'expérience, les capacités pour. Non, malheureusement, ça te prend. Ton coffre d'outils n'est pas assez étoffé pour pouvoir avoir ce poste-là. Bien, je dis, écoutez, je démissionne. Si on aura, je vais aller faire mon bac en comptabilité. Et pourquoi avoir choisi le SG? Oh, belle question. C'est la plus belle université. Hein? C'est au centre-ville. Donc, je restais au centre-ville à l'époque et évidemment, quel bel univers, quel bel environnement pour étudier. Je dis ça, mais par contre, mon parcours à l'ESG a été relativement court et a été relativement... je ne me suis pas vraiment impliqué. Ce que j'ai fait dans la vie étudiante, ce que j'ai fait, j'étais ici dans un but précis d'obtenir un baccalauréat, de passer des examens comptables. Et évidemment, bien, j'ai essayé d'aller au plus rapidement possible, droit au but. Et donc, aller faire mes cours, j'ai rapetissé le temps de bac de 3 ans en un peu moins de 2 ans.
Et j'étais motivé à aller faire les examens. J'ai fait les examens comptables de CMA, tout en fondant une entreprise, tout en travaillant. Donc, je suis occupé dans ce temps-là. Je suis encore occupé, là, mais je suis occupé dans ce temps-là. Parlant d'occuper, on sait, vous avez fondé une entreprise. Cette entreprise a fructué. Elle a impliqué d'autres entreprises maintenant. Dans un contexte ou un environnement que plusieurs vont dire est en état de crise, bon, depuis les événements de septembre 2001. Pourtant, pour quelqu'un comme moi et comme toi qui voyage, lorsqu'on est dans les aéroports, on voit ces constructions massives. On entend parler des fameux nouveaux jets fabriqués, que ce soit par Boeing ou par Airbus, évidemment. Les nouveaux petits jets par Embraer à la fine pointe de la technologie. Faut pas oublier Bombardier. Bombardier également, Ici. un autre fleuron québécois. Quel est vraiment l'état des lieux de cette industrie? Vous œuvrez dans l'industrie de l'aviation, dans l'industrie exactement du divertissement en vol. Quel est l'état des lieux vu de l'intérieur? Écoutez, le marché aérien est en transformation, est en questionnement, est en changement. Par contre, si on regarde là, à sa plus simple expression, ce que les frères Wright ont accompli dans les 100 dernières années, donc ça fait l'aviation a eu 100 ans récemment, va se répéter dans les 20 prochaines, donc 5 fois plus vite. Juste cette donnée-là, quel que soit l'état de l'industrie, il y a un potentiel. Donc, il y a un potentiel organique qui est indéniable, qui nous permet à nous de tabler sur ce qu'on a fait jusqu'à date, mais aussi qui nous donne des perspectives de croissance organique qui sont excessivement importantes et excessivement potentiellement lucratives pour le genre de produits et services qu'on offre à la communauté aérienne. Je pense que le transport va toujours exister. Souvent, les gens me disent « ton plus gros compétiteur un jour va être la téléportation ». Bien, écoutez, on amusera les gens quand ils se feront téléporter. Hein, je croyais que vous alliez dire « on travaille là-dessus ». On amusera les gens, on travaille là-dessus. Par contre, donc l'industrie, oui, il est en changement. L'industrie, il subit énormément de pression par la hausse du prix du pétrole. L'industrie est un petit peu... je dirais, en ébullition. Mais moi, dans mon monde et de la façon que je vois ça, toute cette espèce de turmoil-là amène des opportunités d'affaires incroyables. Et c'est là qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu. Certaines compagnies meurent, certaines compagnies stagnent. Nous, on croit. La progression est continue. Vous parlez de progression de la compagnie et on parle surtout ici de DTI Software. Encore une fois, un parcours assez particulier. Vous ne vous destiniez pas à œuvrer dans le monde du divertissement en vol. L'aviation n'était pas votre créneau. Parlez-nous un peu de cette histoire-là. Elle est très intéressante pour les spectateurs aujourd'hui. Écoutez, en 1995, on a eu la vision, on a eu l'idée de fonder une entreprise qui allait permettre à l'usager de chambre d'hôtel, ce qu'on dit en anglais là, un hotel guest, d'avoir accès à un divertissement un peu plus interactif. Donc, on avait développé un set-top box, donc une plateforme qu'on met sur le téléviseur et qui permet finalement d'avoir accès à une différente gamme de produits et services. En reliant les différentes chambres ensemble, on s'est dit, il va se créer une communauté où le voyageur ou la voyageur qui est seul va avoir l'opportunité potentiellement de rencontrer des gens ou l'opportunité potentiellement de dire, écoute, y a-t-il un bon restaurant dans les environs de l'hôtel? Un réseau social exactement. C'est un Facebook, un Facebook de pierre. Et donc, les composantes qu'on utilisait, la carte à puce, donc sécuriser un réseau, on s'est dit, on va amener une dimension gambling, une dimension jeu payant, une dimension loterie. Et les composantes qu'on utilisait étaient Motorola. Donc, Motorola était une carte sur laquelle on codait nos applications. Et le système d'opération était OS 9000, donc Microair. Ces composantes-là étaient la base de nos choix technologiques, alors qu'en parallèle, Air France, qui venait d'acheter ses 777 en 1992, donc les Boeing 777, qui volent encore aujourd'hui sur Montréal, avait comme composante pour le système de divertissement à bord pour leurs passagers, avait comme composante mécanique ou hardware, Motorola et OS 9000. Exactement les mêmes composantes qu'on avait choisies dans l'univers hôtel se retrouvaient sur les 777 d'Air France.
L'équipementier d'Air France à l'époque était Usavecom, donc ça existe encore Usavecom. Usavecom qui ont vendu éventuellement leur division à Rockwell Collins. Et Air France demande à son fournisseur, Motorola, Usavecom, Microware, est-ce qu'il y a une compagnie dans le monde qui me permettrait de poser le film, qui me permettrait d'avoir une composante interactive, qui me permettrait d'avoir éventuellement des jeux vidéo, qui me permettrait de passer d'un environnement passif à un environnement interactif? Motorola, je pense qu'il y a une compagnie en quelque part dans il fait froid, là, chez Québec. Une compagnie en quelque part dans le Grand Nord. Et c'est la seule compagnie qui a acheté l'environnement Motorola avec OS 9000. Alors, les gens de Motorola viennent à Montréal, Air France, Usavecom, tout ce beau monde-là arrive à Montréal. Là, je vais faire un parallèle. Le SG m'a formé comme comptable en prix de revient. Donc, pour moi, tout était question de c'est beau de vendre, il faut savoir combien ça coûte, il faut développer un modèle d'affaires qui permet à l'entreprise non seulement d'être profitable, mais aussi d'avoir des perspectives d'avenir intéressantes. Tout le modèle d'affaires de DTI a été monté sur une structure récurrente, mensuelle. Donc, je me disais un jour, si tous les avions dans le ciel qui passaient, je suis resté longtemps dans un corridor aérien, puis j'admirais les avions atterrir et décoller, si tous les avions dans le ciel ont une pièce de logiciel qui appartient à DTI, et que bon an, mal an, à chaque mois, DTI peut recevoir un revenu de tous ces logiciels-là qui volent, bien, tu pars d'un avion à 10, à 100, à 1000, potentiellement à 10 000. Aujourd'hui, ce modèle d'affaires-là fait en sorte que DTI est de loin l'entreprise la plus profitable dans un marché qui est, on l'a dit plus tôt, turbulent, qui est en développement, qui est en changement, et où DTI, à chaque fois qu'il y a un avion, si vous allez à Dorval ou à Pierre-Éliott Trudeau, tous les fois qu'il y a un avion dans le ciel ou qui est stationné à la gate ou qui est en opération, DTI tire un revenu mensuel de ce qu'il y a dans cet avion-là. Donc, revenir à nos origines, Motorola, Microware et Air France sont ici à Montréal et les mecs nous disent, on aimerait ça. Votre environnement, là, c'est super, là, mais on n'est pas des chambres d'hôtel, là, nous. Là. On aimerait ça que vous puissiez amener votre univers dans l'avion. Bon, ouais. Un peu de brainstorming. Un peu de brainstorming. Fait que je dis, OK, pardon. Oui, ben ça va être X. Ça va être X, mais par mois. Ah, c'est intéressant. Alors, Air France, c'est tout. J'aurais dû demander plus. Bonne leçon. Toujours demander plus haut que plus bas. Mais ça, on l'apprend dans les donc, on a fait la vente avec Air France. On s'est positionné dans un marché qu'on ne connaissait pas. On était vraiment focusé sur ce qui pouvait potentiellement être comme univers interactif dans les hôtels. Air France nous ont amenés dans un marché où on s'est dit, écoute, il y a peut-être d'autres compagnies aériennes, il y a peut-être d'autres types d'avions, il y a peut-être... Et en 1996 a débuté la croisade de DTI à dénicher un petit peu toutes les opportunités qui pouvaient potentiellement être reliées au divertissement à bord des avions. Et c'est là qu'on a établi la base de toutes les ententes qu'on a encore aujourd'hui, qui sont récurrentes et qui font de DTI un leader. Souvent, les gens me demandent, comment ça se fait que vous avez 95 de part de marché? C'est quoi? C'est un monopole, ça? C'est un quasi-monopole qui est engendré par le fait qu'on a littéralement créé un univers, une section, une partition d'une industrie qui est le divertissement à bord, qui était à l'origine basé sur le film et qui est aujourd'hui basé sur le film et autre chose. Parce que le jeu est une partie importante de la plateforme. Parce que de plus en plus, je crois que je lisais dernièrement, jusqu'à 70 des passagers vont maintenant non seulement regarder les fameux films, les émissions de télévision, les nouvelles, on va jouer également. Bien, on va non seulement jouer, DTI offre aussi des cours de langue. Imaginez-vous, là, vous êtes Canadien, Français, vous partez de Francfort, donc vous volez sur Lufthansa, une compagnie aérienne allemande, et vous allez à Tokyo. Compagnie aérienne allemande, Canadien-Français, je vais à Tokyo. J'aimerais apprendre les bases du japonais dans un univers francophone.
Parce que j'allais dire, vous étiez mieux de partir de Toronto si vous voulez avoir le temps d'apprendre un peu de japonais. OK, effectivement, Toronto. Mais on a des matrices où on permet aux passagers, quelque nationalité qu'ils soient ou qu'elle soit, d'apprendre une nouvelle langue ou les bases d'une nouvelle langue dans un univers propre à lui ou propre à elle. Que ce soit le commerce à bord, le fait d'être capable d'utiliser l'écran en face du passager ou devant le passager pour pouvoir pousser les produits duty-free ou les produits qui soient à bord ou à l'intérieur ou à l'extérieur de l'avion. Imaginez-vous, imaginez-vous, on a du papier ici devant nous, là, le papier, tout le poids que le papier représente pour une compagnie aérienne. DTI, en 2005-2006, a lancé ce qu'on appelle le paperless cabin. Donc, les compagnies aériennes qui ont devant elles un investissement majeur d'offrir un téléviseur en face de chacun des passagers et la pochette en avant, là, vous regardez la prochaine fois, là, vous allez voir, là, il y a une tonne de papier. Là. Si vous traduisez la tonne de papier par avion, par jour, par passager, par siège, c'est des dizaines de millions de dollars de kérosène qui se brûlent quasi inutilement. Basé uniquement sur le poids et le volume. Exactement. La logistique de l'année. Ce qu'on a pensé et ce qu'on a lancé en 2005-2006, c'est de dire on va faire en sorte que l'univers du passager soit digital. Un téléviseur en avant. Donc, tout le papier. Si tu es habitué à un type de magazine, au lieu d'avoir un magazine, on va t'en offrir 100, 200, 300 parce qu'il est offert sur l'écran devant toi. Bon, on a fait un peu le tour de l'industrie, on sait à quoi s'attendre, on comprend, on conscientise un peu mieux ce qui se passe de votre côté de DTI ou que ce soit d'Advanced In-Flight Alliance, mais le bonhomme, Louis Bélanger-Martin, il est quand même père de 4 enfants, une conjointe, a une vie familiale. Comment on fait pour un peu faire le mariage parfait ou le bon mariage entre sa vie personnelle et celui de quelqu'un qui voyage des centaines de milliers de kilomètres par année et qui transcende, des millions, et qui transcende les cultures différentes? Écoutez, l'équilibre, c'est quoi l'équilibre? L'équilibre, je pense, c'est de trouver là où tout le monde est confortable. Moi, j'ai le bonheur, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui aime voyager. Et donc, je suis béni des dieux d'être capable de dire, bien, écoute, je m'excuse, on s'en va à Singapour pour 3 ou 4 jours. Yes, on va à Singapour. Ouais, les enfants adorent voyager. Le petit dernier, cette année, on a décidé de passer Noël à la maison, mais sinon, on passait tout le temps Noël en quelque part, que ce soit au Cambodge ou que ce soit en Inde ou que ce soit, encore une fois, à Singapour ou à Hong Kong. J'ai toujours jumelé, moi, ces déplacements-là, comme on fait affaire avec toutes les compagnies aériennes du monde. Puis ça achalait un petit peu ma conjointe au début, parce que je disais, « Hey, j'ai une bonne nouvelle, on s'en va à Hong Kong. » La vraie raison, c'est que j'allais voir Cathay Pacific. Mais on va passer un petit bout de temps à Hong Kong. Il y a Disney pour les enfants, truc, ça va être le fun. Et ça, c'est l'équilibre. Ça s'est éventuellement nivelé. Et les gens, j'ai un jeune qui adore l'Angleterre. Quand je vais en Angleterre, bien, je l'amène avec moi. J'ai un autre jeune qui adore Singapour. C'est un petit peu plus loin. Là, je ne peux pas l'amener tout le temps. Je suis allé... un des plus beaux voyages que j'ai fait, puis malheureusement, il n'y a pas encore de compagnie aérienne là. C'est en Antarctique. Je suis allé en Antarctique avec notre plus vieux. On s'adonnait à être à Buenos Aires, puis je me suis dit, tiens, on va passer quelques jours à Ushuaia. Et il est venu avec moi. On est allé faire la croisière là, pour aller taquiner les pingouins en Antarctique. Et donc, je pense que c'est une question d'équilibre. Je pense que dans tout ça, c'est de connaître ce que l'autre personne veut, c'est de comprendre là où les enfants sont heureux ou dans quel univers les enfants sont heureux, et c'est de savoir jongler avec tout ça. Je pense que la chose la plus difficile là, pour moi, c'est de dire non. Souvent, puis j'ai rarement dit non. Un client va me dire, par exemple, le 29 décembre 2004, il y avait une conférence de presse à Singapour, on lançait Berlitz, là, on lançait là, un produit où on n'est pas habitué à ça ici en Amérique du Nord, là, mais le divertissement à bord là, en Asie, il y a des billboards. Là. Tu te promènes sur sur l'autoroute, puis tu as des billboards. Berlitz is now going to be on Singapore Airlines. Et donc, ils m'appellent puis ils me disent il y a une conférence de presse le 29 décembre. On devait passer Noël, c'est le Noël du tsunami, on devait passer Noël à Hawaï.
Et donc, on partait le 23 décembre. J'appelle ma conjointe le 22, puis je dis, écoute, les valises là, sont bien pactées, mais rajoute-toi juste peut-être une robe de soirée. Robe de soirée, robe de soirée. Bien, c'est pas vraiment Hawaï. On va aller à Singapour, finalement. OK. Donc, c'est elle aussi, elle a trouvé son équilibre dans... L'adaptation, cette espèce exactement. de... Mais c'est un mode de vie, là. Oui. C'est un mode de vie. Je veux dire, Valérie m'a déjà dit, je suis probablement la conjointe la plus, je ne veux pas dire surreal, mais quand je lui dis, par exemple, oh, finalement, on n'ira pas à Paris en fin de semaine, puis elle dit, yes! On reste à la maison. On reste à la maison. Fait que, tu sais, ça devrait être l'inverse, là. Mais il y a quand même les moments où c'est yes, ah, bien, il y a quand même les moments. Je veux dire, on a eu des moments extraordinaires. On a fait... Valérie faisait beaucoup de travail comment on dit, volunteer work, bénévolat, oui. bénévolat en Inde, dans une région qui est pourrie un petit peu au sol de Calcutta, le PURI, là, Puri, excusez, pas pourri. Là, oui. Et donc, on a eu des moments extraordinaires. On a visité l'Inde en famille et c'était extraordinaire. Donc, c'est des moments, c'est des bains de culture, c'est des moments d'apprentissage pour vous et votre conjointe, les enfants, ce qui fait de ces personnes-là des personnes avec un esprit nettement plus ouvert et avec une culture générale assez incroyable. Je pense, oui. C'est vrai, vous avez dit deux choses, Louis. Vous aviez dit il faut savoir accepter les gens et également accepter ses propres limites. Votre style de leadership au sein de DTI ou de AIA, on vous a souvent appelé le gestionnaire du changement, le gestionnaire pragmatique, celui qui est un leader, mais par voie de communication et par motivation. Vous n'êtes pas le genre de leader qu'on entend qui s'enferme plus dans le bureau et on le voit une fois tous les trimestres lors de la présentation. On voit que votre vie de famille est un peu rattachée à ce mode de vie-là. En entreprise, est-ce qu'on voit ou on découvre le même Louis? Bien, moi, je pense que, évidemment, chaque leader a son style et chaque gestionnaire a son style. Moi, je suis plus orienté vers l'atteinte du résultat. Donc, la façon d'y arriver m'importe peu, tant et aussi longtemps que j'ai confiance aux gens qui m'entourent, tant et aussi longtemps que, évidemment, l'équipe voit la même chose ou on dit souvent rame dans la même direction. J'ai beaucoup de misère avec tout ce qui est micromanagement. Moi, j'estime que je fais des erreurs à tous les jours. J'apprends de mes erreurs et Dieu merci, j'essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs deux fois. C'est une clé, c'est d'apprendre de ses Je pense erreurs, que c'est une clé. Et de laisser, on dit en québécois, de laisser du lousse à quelqu'un, oui. C'est formidable ce que les gens peuvent accomplir si on ne les restreint pas dans un cadre où, bien, regarde, tu ne peux pas passer cette frontière-là, tu ne peux pas sortir de ce carré-là. Donc, je suis plus let's go, on y va en autant que tout ce qui se fait est vers l'objectif. Le but. Donc, le but. Donc, on s'en va tout le monde vers le même sens. Vous parliez, là, un élément de changement. On a commencé le webinaire en parlant de l'industrie. L'industrie est en changement. Je crois fermement, et c'est fondamental, que l'organisation, notre organisation qui œuvre dans une industrie en changement, qui se redéfinit, s'adapte et ou change elle-même. Et donc, quand on prend DTI, qui est maintenant dans un univers de Advance in Flight, qui est beaucoup plus gros, qui est un business qui est listé à Munich et à Francfort, la phase d'adaptation, la phase de changement de l'organisation a besoin d'un leader qui est prêt à changer, qui est prêt à créer une vague de changement et où l'organisation qu'on a connue il y a 15 ans, l'organisation qu'on a connue il y a 3 ans, sera potentiellement fondamentalement différente demain matin et dans les années à venir. Bien, ça, je pense que c'est un type de leadership qui est plus ouvert, plus on va, voici où on s'en va. Ceux qui veulent suivre, ceux qui ont envie de vivre cette expérience-là, bien, on y va. Ça ne sera pas parfait. Ça ne sera pas, des fois, on va se tromper. Des fois, on va tourner à droite, puis on aurait peut-être dû tourner un petit peu moins à droite. Mais cet univers-là, on sait que l'industrie change, on doit donc s'adapter, on doit changer l'organisation. Versus, vous parliez
une entreprise qui est plus potentiellement mature ou qui œuvre dans une industrie qui est peut-être plus stable ou qui est peut-être plus... la vie est un long fleuve tranquille, qui a des perspectives de croissance dans les single digits, là, donc quelques pourcentages de croissance, qui sait exactement où il s'en va, une espèce de gros char d'assaut, pardon, qui a sa ligne tracée et qui est dans sa zone de confort et qui va l'être encore dans les 20 prochaines années. Pas pour moi, ça. Ça, c'est un bon manager qui va prendre un business comme ça et qui va s'assurer que le char d'assaut se rend à destination. Moi, quand il y a des vagues, quand il y a de la turbulence, quand il pleut et qu'il y a des orages, I'm in. I'm your man. Vous êtes l'homme de la situation. Je suis l'homme de la situation. Vous avez, lorsqu'on a parlé plus tôt cette semaine, dit que vous n'aviez pas vraiment de mentor. Il n'y a pas un professeur, il n'y a pas un homme d'affaires que vous avez nécessairement lu sa biographie, suivi sa carrière. Mais il y a des gens qui ont marqué votre parcours, que ce soit les membres de votre famille, vos amis de la première heure qui vous ont encouragé, qui ont possiblement aidé à financer le départ de la compagnie. C'était des gens très importants pour vous. Mais il y a également un monsieur qui s'appelle Jack Welch. Pour ceux qui connaissent GE, c'est l'UBI, sa façon de faire out of the box. Toutes les choses que vous venez de mentionner il y a quelques instants, ça se rattache énormément à ce que Jack Welch, un peu la vision de Jack Welch et la façon de faire de Jack Welch. Moi, je pense que Jack Welch, là, on parle de Advance in Flight qui s'adapte dans un marché en turbulence. Je pense que Jack Welch a su créer la turbulence. Je pense que Jack Welch était l'initiateur des tsunamis. Je pense que des gens comme ça, des hommes, des femmes qui non seulement sont capables d'amener un business et de le faire croître, mais de changer une industrie, de changer la façon que les gens perçoivent un produit ou un service. Ce qu'ils ont fait avec GECAS, par exemple, je trouve ça complètement hallucinant. C'est des modèles. Maintenant, il y a du bon puis il y a du mauvais dans les modèles. Faut pas, c'est pas des sexes, ces histoires-là. Il ne faut pas se dire tout ce que Jack Welch pense, il faut y adhérer ou il faut... je pense que dans ses bons coups et dans sa façon d'entrevoir le business tel qu'il était dans les bonnes années de Jack Welch, c'est un modèle à suivre. On regarde en parallèle Gordon Bethune. Gordon Bethune qui a pris Continental Airlines, qui était, écoutez, c'était mauvais, Continental Airlines, et qui en a fait d'une compagnie, il y a un livre célèbre, From Worst to First. Donc, il a tourné la compagnie aérienne à 180 degrés. Ça s'en allait directement en faillite et c'est devenu une des compagnies les plus profitables et les mieux gérées dans tout ce qu'on connaît de l'industrie aéronautique aujourd'hui. Et les gens vont dire, ouais, mais bon, ça avait l'air facile, ben écoute, après coup, finalement, c'est intuitif. Non, ce n'est pas. Ce n'est pas. Gordon Bethune est arrivé dans un univers où les clients se plaignaient, on perd nos valises, les avions ne sont pas à l'heure. Alors, il a instauré des mesures simples qui permettaient à tous les gens, quel que soit le niveau dans lequel ils se trouvaient dans l'organisation, de les responsabiliser. Donc, c'était important pour le bagagiste que M. X, Mme Y aient leur bagage quand ils arrivent à bord parce que la personne comprenait l'impact de ne pas avoir le bagage bien acheminé. Qu'on regarde plus récemment, il y a un peu plus flamboyant, là, mais M. Branson de Virgin, oui. Il est en conférence à Montréal l'année dernière, j'allais le voir, puis quel homme inspirant. Ce qu'il a fait de Virgin Group est assez exceptionnel. Et donc, il n'a pas toujours fait des bons coups. Il n'a pas toujours... Il est le premier à l'avouer aussi. Il est le premier à l'avouer. Oui. Donc, je pense que des modèles, des mentors... moi, j'essaie, j'ai lu beaucoup, j'écoute beaucoup, et j'essaie de m'inspirer par des gens dans un modèle qui se colle à ma réalité. Jack Welch, qui a fait beaucoup de deals, on fait aussi beaucoup de deals en DTI et aussi dans le groupe W, le holding qui chapeautait DTI. Richard Branson, bien évidemment, par sa sagesse puis par son excentricité, je trouve qu'il y a une vibe, ce monsieur-là, qui est intéressante. Et Gordon Bethune, bien, Gordon Bethune, c'est d'après moi, sinon le plus grand gestionnaire que l'industrie aéronautique a eu. Et donc, c'est de prendre un petit peu dans différents univers les points qui nous inspirent et de voir un petit peu comment est-ce que ça peut se refléter dans notre vie. Vous avez dit le mot sagesse en parlant de Richard Branson.
vous avez mentionné à plusieurs reprises que c'était un peu votre style de gestion, un style de gestion basé sur la sagesse. Savoir dire non, savoir lorsqu'on œuvre en dehors de notre, pas notre zone de confort, mais notre zone de compétence. Et c'est un mot et un terme qui revient souvent dans votre jargon, dans votre discours. Oui. Il y a un principe que j'ai appris ici à l'ESG, qui est le principe de Peters. Le principe Peters qui dit, à sa plus simple expression, que tout individu dans une organisation s'élève à son niveau d'incompétence. Bien, moi, j'ai découvert mon niveau d'incompétence et j'en étais malheureux, mais aujourd'hui, je suis très conscient d'où je ne dois pas aller et dans quel univers je ne dois pas œuvrer. Et on en a parlé tantôt. Le char d'assaut qui sait où il s'en va et la croissance single digit et le terrain qui n'est pas miné et qui n'a pas... en fait, tu es tout seul dans ton truc et tu t'en vas à bon port. La vie est un long fleuve tranquille. Je ne suis pas bon là-dedans. Parce que je vais me mettre à changer, puis le char, je vais vouloir changer les roues, puis à un moment donné, je ne suis pas bon là-dedans. Moi, je bâtis des entreprises. Je suis un entrepreneur. J'aime la croissance. J'aime la turbulence. J'aime quand tout le monde regarde à gauche, j'aime regarder à droite. C'est peut-être cliché, là, mais il y a quelque chose qui m'inspire dans un environnement instable et où les gens se mettent à dire « Ouais, mais bon, le marché aérien, il n'y a pas de potentiel de croissance dans le marché aérien. L'essence coûte trop cher, le monde va se mettre à bouder les avions parce que potentiellement l'économique ou le profil économique sera plus évident pour le commun des mortels. » Moi, je dis non. Non. Tant et aussi longtemps que la Terre va tourner, les gens vont vouloir aller du point A au point B. Les gens vont vouloir se retrouver dans un univers différent, aller visiter l'Inde, aller visiter que ce soit l'Asie, l'Indonésie, l'Océanie, l'Antarctique. Vous avez la chance d'aller en Antarctique un jour, c'est magnifique. Et la mission qu'on s'est donnée, ça, là, je vous parle là, dans les entrailles des conseils d'administration d'Advance in Flight, c'est de dire un jour, quand ton père, ta mère, ton oncle, ta tante vont arriver au party de Noël et que tu vas leur poser la question, « Où es-tu allé dernièrement? » Ben moi, I'm banking on the fact, un bon terme anglais, que je mise là-dessus qu'éventuellement, le journey, le temps passé à bord va être plus mémorable que la destination. Et donc, tu vas avoir accès à du contenu interactif, oui, mais éventuellement, là, la connectivité revient, donc l'accès à l'Internet. Tu vas pouvoir acheter des trucs que tu vas seulement trouver dans l'avion. Tu as accès, quand on parle de early window content, donc il y a du contenu, une fois sorti au cinéma, qui se retrouve dans l'avion avant la sortie en DVD. C'est comme ça que le système hollywoodien fonctionne aujourd'hui. Et donc, pour revenir à ton... qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent. C'est un signe qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent. Et donc, pour revenir au party de Noël, j'étais à Tokyo, mais j'ai volé Japan Airlines. J'ai vu 3 lettres DTI, mais attends, ils ont changé la façon que je vois le transport aérien. Et donc, c'est kamikaze ou c'est peut-être avant-gardiste, mais moi, je fais le pari qu'un jour, avec tout ce qu'on a comme technologie, le transport ou le voyage va devenir quelque chose d'agréable, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Les gens me disent souvent « have a safe flight » ou un vol sécure. Je laisse faire, là. « Have a fun flight ». Ouais. Moi, it's all about fun. C'est ce que les gens croient. On trouve ça très statique, un vol, il faut rester assis à notre place, il faut être attaché, tout ça. Mais pour ceux et celles qui volent, encore une fois, on a vu, je me rappelle avoir été fréquemment en Asie à la fin des années 90, début des années 2000, le changement, juste aujourd'hui, d'être rendu avec ton propre écran tactile devant toi, dans pratiquement toutes les compagnies aériennes, c'est une révolution. C'est une révolution. C'est une révolution. Également. Ouais. Justement, on parlait de tous ces millions de kilomètres parcourus par année. On visite plusieurs cultures. On travaille avec des gens qui ont des façons de voir non seulement le jeu, mais l'aviation d'un autre œil. Je suis convaincu qu'il y a des anecdotes qui sont arrivées depuis les 15 dernières années que
on pourrait relater ici aujourd'hui et faire comprendre aux gens comment, justement, c'est important d'être toujours un peu, comme on dit, sur son 36, être bien au fait de ce qui se passe et comment, justement, gérer. Ça fait partie de gérer le changement. Gérer, que ce soit ses réunions d'affaires, ses rencontres. Il y a des moyens de faire face à ça et vous faites face à ça, journalier, et c'est journalier, c'est quotidien, c'est... Écoutez, il y a un protocole, hein, évidemment, là, qu'on doit respecter. Il y a certaines, aujourd'hui, je ne porte pas de cravate, mais dans certaines régions du monde, la cravate il faut avoir une cravate. Et donc, je me suis toujours intéressé à différentes cultures, justement au protocole. Il y a, pour les gens qui commencent en affaires, puis quand on a commencé à faire de l'international il y a une quinzaine d'années, il y a beaucoup d'organismes gouvernementaux et paragouvernementaux qui aident les gens à faire du business ou à faire des affaires dans des pays qui ne sont pas le Canada ou les États-Unis. Et on a beaucoup utilisé ces organismes-là ou ces contacts-là quand on a commencé. Donc, ces gens-là peuvent servir d'ouverture. Donc, ils vont ouvrir des portes. Ils peuvent mettre en contact l'entreprise avec différents clients potentiels. Et aussi, ils vont servir potentiellement, à quelques reprises, d'interprètes. Donc, que ce soit avec le ministère Développement économique du Québec ou encore les différentes ambassades canadiennes un peu partout, on a créé finalement des liens avec ces différentes personnes-là qui nous permettaient d'avoir un premier contact avec le pays. Une fois ça fait, bien évidemment, que de parler avec quelqu'un qui vient de la Corée ou de parler avec quelqu'un qui vient de la Chine ou d'entretenir une relation d'affaires avec quelqu'un d'Australie ou encore de l'Inde ou du Bangladesh, c'est totalement différent. Et donc, je peux peut-être vous raconter une petite anecdote. Mon premier voyage au Vietnam, j'étais... il était peut-être 1999 ou peut-être même 2000. J'arrive au Vietnam, je suis reçu par les exécutifs de Vietnam Airlines et j'arrive à l'aéroport et je m'attends le truc avec le nom et la voiture. Le conducteur de limousine, la cocarde et tout. Oui, tout le... Il y a un mec qui s'approche et qui me dit bonjour. Ils avaient les photos, donc il me reconnaît. Il dit bonjour, M. Bélanger-Martin. Je suis ici. C'est moi qui va vous amener au siège social de Vietnam Airlines. Alors, parfait. J'attends sur le bord du trottoir à la sortie de l'aéroport. Et le mec, il revient, mais en mobilette. Bon, je dis, il va aller chercher le chauffeur. Non, il dit, venez-vous-en. Venez-vous-en. On s'en va chez Vietnam Airlines. Avec les sandales, le Bermuda. Exactement. Avec la cravate, la mallette. On s'en va chez Vietnam Airlines. Et donc, que ce soit Vietnam Airlines, que ce soit Japan Airlines, il y a un aspect international à faire affaire avec des compagnies aériennes, mais il y a aussi un aspect purement local. C'est-à-dire que les gens, oui, souvent les gens vont parler anglais. Quelquefois, ils ne parlent pas anglais, ne parlent pas français, mais d'être capable d'aller comprendre et d'aller chercher de l'information sur le quotidien des gens. Je pense que ça aussi, ça a été un secret. Par exemple, la première fois que je suis allé au Brésil, ici, c'est le hockey. Hein? Ici, c'est le Canadien contre Boston, contre Toronto, évidemment, on est très hockey. Et au Brésil, bien, c'est très soccer. Et donc, je me renseignais tout le temps, puis je vais appeler des gens, puis c'est qui le numéro un? Et donc, pour avoir une discussion autre que simplement business, qui est reliée à leur univers à eux ou qui est reliée à leurs aspects locaux à eux. Donc, ça aussi, ça a souvent porté fruit. Évidemment, quand la discussion dure trop longtemps, on vient qu'à manquer un petit peu de substance, là, mais bon, on enfile avec le hockey ou on enfile avec d'autres choses. Hein. Mais donc, c'est de s'intéresser à l'endroit où on s'en va, c'est d'avoir des leviers, potentiellement des contacts locaux qui peuvent être fournis par le gouvernement. J'ai eu beaucoup d'aide, moi, des différents gouvernements, des différents paliers de gouvernement. Et c'est par la suite de garder des liens, de garder ces relations-là actives. Donc, ce n'est pas nécessairement d'aller voir un client à l'autre bout du monde une fois par année simplement pour renouveler la commande, mais souvent, c'est d'avoir un coup de téléphone, un Skype, d'y aller de façon impromptue, de dire, regarde, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on va te souper, et donc de garder ces relations-là actives. Intéressant. C'est cette dynamique, encore une fois, de communiquer, mais communiquer de façon ouverte. Pas juste parler affaires. C'est connaître. Et je suis d'accord avec vous, pour avoir voyagé un peu. Lorsqu'on connaît un peu la culture locale, lorsqu'on sort des faits, des phénomènes
souvent, les clients vont nous regarder, vont faire « Ah, tiens, tiens. » Alors, une autre raison pour s'intéresser à cette personne-là et faire affaire avec cette personne-là, il s'intéresse à nous. La politique, le sport. C'est toujours des sujets qui sont donc s'intéresser, savoir qui est le premier ministre ou le président ou la présidente ou le chancellor, ou juste de savoir, savoir quelques mots dans la langue. Oui. C'est pour ça qu'on a Berlitz avec DTI. C'est un produit que j'utilise. Avant de passer aux questions, Louis, je voulais qu'on parle brièvement de comment aujourd'hui vous êtes rendu président, chef de la direction de Advanced In-Flight Alliance. C'est une histoire assez cocasse. C'est probablement une première dans cette industrie, votre façon de faire. On parlait d'un M&A reverse, à la renverse. J'aimerais ça vous relater un peu cette histoire-là parce que je pense que c'est très intéressant pour les gens de connaître comment ça s'est passé et comment on a passé de DTI, software, à AIA. AIA, Advanced In-Flight. DTI est un projet qu'on a fondé donc en 1995 et à chaque année, après la naissance de DTI, hein, parce que c'est une naissance, un projet d'entreprise, on se posait la question, les partenaires, tous les partenaires d'affaires, et on se disait, bon, est-ce qu'on est rendu, même après l'année 1, est-ce qu'on est rendu dans le développement de notre business à acheter un business qui pourrait nous amener là où on veut aller, peut-être vendre notre business parce que quelqu'un d'autre y trouverait un attrait et pourrait le faire croître, ou encore continuer à monter le business, à gérer le business et à essayer de le faire fleurir autant que possible. Donc, en 95, 96, au fil des années, la réponse était tout le temps, bien, on a quelque chose d'intéressant, on se positionne dans le divertissement à bord des avions, et donc, on va pousser le business le plus haut, le plus loin possible et le faire grandir dans un univers qui est l'in-flight entertainment, ou le divertissement à bord des avions. En 2006, on se pose la question encore, et en 2006, on a un compétiteur qui est sorti de nulle part, quasi, et où le business de ce compétiteur-là venait un petit peu distorsionner ou venait un petit peu déséquilibrer notre cheminement. Et donc, on a fait l'acquisition de ce compétiteur-là en 2006. C'est la première fois que DTI, dans son histoire, faisait l'acquisition d'une entreprise là, à 100 %. En 2007, on s'est dit, bon, avec notre compétiteur, on avait presque doublé notre masse critique ou notre chiffre d'affaires. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut prendre DTI, à l'époque, 20 millions ou quasi 20 millions de dollars de revenus, et l'amener à un sommet beaucoup plus haut, donc le multiplier par 10, mais dans une transaction qui va nous permettre de garder le contrôle de DTI. On a ciblé une entreprise où on a, à l'époque, on avait trouvé un target qui était intéressant, qui était une compagnie publique listée à Munich et à Francfort, qui s'appelle toujours Advanced In-Flight Alliance, AIA. On a approché, en fait, ça a été d'un commun accord. AIA cherchait à acheter DTI, DTI cherchait à vendre à AIA, mais l'aspect stratégique de la transaction pour nous, c'était de dire, on va, suite à une transaction d'absorption de DTI dans AIA, les actionnaires de DTI, on va faire une offre à AIA pour racheter le contrôle du business global avec un partenaire financier, évidemment. Donc, ce qu'on a fait en 2008, la transaction DTI s'est conclue le 18 janvier 2008. Et en mars 2008, on s'est retourné de bord et on a dit, OK, on veut faire une offre sur le business, sur AIA. Ça n'a pas fonctionné. En 2009, on a réessayé. Cette fois-ci, on voulait faire une offre sur les actifs d'AIA, donc d'acheter toutes les filiales. Ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons. Et en 2010, on n'a pas essayé. En 2011, on a réessayé. Donc là, on a été capable d'identifier un bloc d'actionnaires majoritaires. Donc les actions ont commencé à se regrouper autour d'un certain nombre d'individus d'organisations. Et donc, en juin 2011, on a fait une offre qui s'est soldée
en août, donc le 10 août 2011, par un changement de contrôle dans AIA et où le conseil d'administration a été refait, a été restructuré, a été renommé et où j'ai pris la tête, donc la tête, la pôle de cette entreprise-là qui s'appelle encore aujourd'hui AIA, Advanced In-Flight Alliance. Et qui va continuer à grandir nécessairement et à croître parce que, comme vous avez établi aujourd'hui, le prognostic est bon, l'industrie est en santé, le monde du jeu et du divertissement en vol ne cesse de grandir, vos clients ne cessent de grandir. Alors, il y a un intérêt là. Merci beaucoup, Louis, pour ces insights, ces cues, comme on dit. Mais avant de te laisser partir, je m'en doutais, l'auditoire nous a envoyé plusieurs questions et j'aimerais prendre quelques minutes quand même pour répondre à ceux-ci parce que je pense que c'est très important et, comme je disais, très intéressant. On y va. Y a-t-il des zones critiques dans la gestion financière d'une entreprise œuvrant à l'international, dis-je bien, qui diffèrent d'une entreprise œuvrant localement? Écoute, mon premier réflexe pour répondre à ça, c'est les devises. C'est un casse-tête épouvantable. Donc, les devises, quand tu as un business ou quand tu gères un business, et présentement, Advanced In-Flight est géré à travers 10 différentes sociétés qui sont dans 10 ou 8 différents pays et où, évidemment, qui dit différents pays dit différentes devises. Comme tout le monde sait, on est listé à Francfort et à Munich, donc le rapport annuel est en euros. Ici, au Canada, on transige du dollar canadien. Aux États-Unis, évidemment, c'est des dollars US. On a des bureaux à Singapour, dollar Singapour, à Auckland, dollar d'Auckland, à Mumbai, des roupies. Et nommez-les, on transige énormément de différentes devises. Et donc, si vous regardez présentement, d'un point de vue business, la force du dollar canadien, quand tes coûts sont en canadien, tu n'es pas content. Quand tu es un personnel, ou d'un point de vue personnel, quand tu voyages aux États-Unis, tu es très content. Alors, il y a cette espèce de tiraillement entre les intérêts et les besoins de tous et chacun. Mais je dirais, la plus belle chose qui peut arriver, c'est quand une entreprise, et là, on est là finalement, en 2011, on y est arrivé, on effectue ce qu'on appelle du natural hedging. Donc, si on a une société, donc toutes les sociétés sont pleinement reliées. C'est une société à Munich, par exemple, qui reçoit de l'euro, a un costing qui est plus faible que ce que son revenu est, dépendamment de quelle entreprise et où elle se situe. Bien, il y a un partage de devises entre les différents silos, entre les différents verres de l'entreprise, qui fait en sorte qu'on fait notre propre FX ou notre propre échange de devises ou de monnaie. Donc, on est relativement bien optimisé ou on est relativement bien organisé dans la gestion de nos devises. Mais pour répondre à la question, localement, si tu reçois ton revenu en dollars canadiens et que tes coûts sont majoritairement en dollars canadiens, mais tu n'as pas cette espèce d'incertitude ou de gestion de devises à faire. Autre que les devises, évidemment, c'est les cultures. Hein. Les cultures, ça aussi, c'est un point majeur. Ici, on va penser d'une certaine façon, on va agir d'une certaine façon et on va gérer d'une certaine façon. Mais mon bureau de Mumbai, des fois, les gens à Mumbai ne me comprennent pas. Qu'est-ce que tu veux dire? OK, je vais répéter. On va y aller comme ça, comme ça. Fait que c'est l'aspect culturel dans la gestion d'un business international a aussi une grande importance. Il faut comprendre ce que les gens vivent, il faut comprendre la réalité. Il faut donc s'adresser à eux dans une façon ça va coller à leur réalité. Ça se rattache, ce que tu dis, Louis, à notre prochaine et dernière question. C'est quelles sont les 2 à 3 clés d'une réussite d'un développement à l'international? Je pense qu'on en a nommé un en ayant quelqu'un ou des gens qui sont responsables de cette espèce de comment je pourrais dire, pont entre les cultures. Quelqu'un qui pourrait être même un enseignant, un espèce de guide à travers ça. Mais 2 à 3 autres, ce serait quoi, ces clés du succès? Il faut aimer ça. Hein? Faut aimer. Faut pas que ce soit... Si c'est une corvée de faire du business à l'international, ça ne fonctionnera jamais. Donc, il faut aimer. Il faut être curieux, il faut aimer. Moi, je me souviens, j'avais une espèce de map monde, puis je mettais les épinglettes sur « Ah, tiens, je suis allé au Machu Picchu, au Pérou, je suis allé... » Puis je voulais découvrir. J'avais l'esprit ou le désir de découvrir. Et
et d'être confronté à des nouvelles réalités, à des nouvelles odeurs, à des nouvelles conceptions de voir la vie, de voir les affaires. Et donc, 2 ou 3 facteurs clés. Il faut être curieux, il faut vouloir, il faut bien s'entourer. Évidemment, on n'a pas parlé beaucoup de la Chine, là, mais ça fait longtemps que je fais du business en Chine. Souvent, les gens dans les estrades, on regarde ça et on dit « Wow, c'est 1 milliard plus de personnes, il y a de l'argent, il y a du business. C'est loin d'être évident de faire du business en Chine. Règle numéro 1, il faut parler chinois. Donc, aventurez-vous pas en Chine si vous ne parlez pas chinois ou si vous n'avez pas un collègue qui parle chinois avec vous. Donc, ça, il faut donc savoir bien s'entourer. Il faut être curieux, savoir bien s'entourer, puis évidemment, il faut écouter. Il faut écouter son client, il faut écouter son client, il faut écouter son partenaire et parler son langage, adapter son offre de produits et services pour que ça colle à sa réalité. Il y a quelqu'un qui vient de nous faire parvenir une question et on pouvait quitter sans la poser, Louis. Au sein de vos équipes, y a-t-il un large bassin d'expatriés? Et si oui, comment on gère, lorsqu'on est une compagnie à Montréal, cette mobilité internationale? Oui, il y a des expatriés. Et ça va être plate ce que je vais vous dire. Il y a des agences, on fait affaire avec des agences. C'est des grilles, tout simplement. Là, je viens juste récemment, je viens de prendre quelqu'un qui était à Saint-Louis, au Missouri, donc aux États-Unis, et il s'est expatrié ou il est expatrié maintenant à Londres. On a un gros bureau à Londres, dans le centre-ville de Londres. Et il y a des gens ici à Montréal qui se sont expatriés en Californie, des gens ici à Montréal qui se sont expatriés à Tokyo. Ça, je lève mon chapeau, hein, c'est loin d'être évident. Des gens ici à Montréal qui se sont expatriés à Singapour. Et donc, la gestion de ces gens-là, le processus d'expatriation est relativement simple. Donc, il y a des grilles pour s'assurer qu'évidemment la compensation suit. Il y a des mécanismes qui permettent aux gens de se retrouver chez eux dans un univers qui n'est pas nécessairement le leur. Par contre, je l'ai toujours dit, moi, ça fait 17 ans que je fais ce que je fais et le pire ennemi de n'importe qui, n'importe quelle personne, garçon ou fille qui s'expatrie, c'est la solitude. Fait que je leur dis souvent, appelez-moi. Faites-vous des amis. La première chose qu'on fait chez DTI, on les met membres d'un club, que ce soit un club de c'est quoi ta passion? T'aimes les chevaux? Tu vas avoir un club équestre. T'aimes le bowling? On va trouver un club. Il faut que tu aies une vie sociale. Le plus grand danger pour les gens qui s'expatrient, c'est la solitude. Parce qu'on est habitué ici, j'ai mon voisin, j'ai mon épicier, j'ai mon bar à vin, tout ce qu'on connaît, bien, ça n'existe plus quand tu te retrouves à Tokyo où les gens ne parlent pas anglais ou presque pas anglais, où la nourriture est différente. Moi, j'adore, mais ce n'est pas tout le monde qui nécessairement va adorer. Il y a des challenges. Il y a des challenges. Des challenges. C'est tout le temps qu'on avait, avait, Louis. Non, je suis désolé. Comme on mentionnait l'autre jour, on pourrait parler pendant 48 heures et facilement bien remplir ce webinaire. Merci beaucoup, Louis Bélanger-Martin. Merci. Soit dit en passant, le 15 novembre prochain, Louis, qui est cette année le lauréat du prix de performance 2011, catégorie entrepreneur de l'École des sciences de la gestion à l'UQAM, sera avec nous et sera honoré lors de ce gala. On te remercie beaucoup de ton temps, Louis. Ce fut un plaisir et je t'aurais écouté pendant des heures et des heures encore. Vous pouvez voir donc qu'une carrière à l'international, même si on est ici dans notre petit sol québécois, c'est toujours possible. Voyez grand et voyez surtout très loin. Et possiblement ce petit cheminement qu'a fait Louis Bélanger-Martin depuis 15 ans maintenant, 17 ans, pour être le vôtre. Restez avec nous, restez au courant, devrais-je dire, grâce à notre site web, parce que notre prochain rendez-vous des ambassadeurs à l'international traitera d'un sujet totalement différent. Alors, c'est Randy Ferguson pour Louis Bélanger-Martin et toute l'équipe qui vous dit merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci.